tout de même, il me faut malgré tout tenir quelques propos introductifs qui vont condenser donc ce que nous avions dit le 9 octobre, mais de la manière la plus brève et concise possible. D'abord, bon, ce n'est pas simplement un vœu pieux, mais en tout cas c'est un vœu réel. Nous sommes 3 à organiser ce séminaire, donc Agathe, Mathieu et moi, parce que nous souhaitons réellement que ce soit un séminaire, c'est-à-dire non pas des exposés ex cathedra, mais une discussion, un débat autour de questions théoriques qui sont encore largement ouvertes, et donc nous espérons aussi que vous allez vous y associer autant que vous le souhaitez. Et nous allons partir aujourd'hui à partir d'une bibliographie que nous avons constituée, alors très synthétique, dans les mois précédents. On s'est partagé un peu le travail de lecture pour partir de la même base et pour avoir des éléments théoriques, historiques, des concepts à discuter, à partager, et à partir desquels nous pourrons construire notre réflexion. Je précise aussi que ce séminaire fera l'occasion d'une prépublication sur le site de Fabula. Donc ce qui nous impose comme contrainte bien d'aboutir à élaborer cette réflexion commune, mais ça permettra évidemment, c'est l'avantage de cette solution, de donner une visibilité particulière à ce séminaire. Voilà, alors ce qui a déterminé pour cette année, dans ce séminaire général de politique historique, l'intitulé Croyance et fiction, au-delà du choix du thème en particulier, c'est une conviction partagée, je crois, je la répète, puisque je l'ai commenté le 9 octobre, la conviction que les études littéraires connaissent, je ne dirais pas une crise, mais du moins une vraie mutation. Depuis quelques années, je suis frappé, moi, de voir à quel point les objets changent, les orientations évoluent. C'est une mutation qui est en cours depuis quelques années, qui se fait de manière extraordinairement brutale. Il y a des moments dans l'histoire où il y a des périodes de latence, et puis au contraire où les choses s'accélèrent. Alors cette mutation, elle est en cours, elle a quelque chose d'excitant, parce qu'on a le sentiment d'accompagner une véritable évolution. En même temps, il y a un sentiment de flottement, parce que, pour le dire vite, on ne sait pas bien où l'on va. On revient du congrès des islamistes américains, on a un peu l'impression que toute une série d'orientations possibles, de démarches critiques, de démarches théoriques, des choses se font de façon plus ou moins concertée, plus ou moins individuelle, sans que, actuellement, je pense, on puisse voir se dégager une orientation claire. C'est encore plus vrai pour la France que pour les États-Unis. Voilà, pour le dire de façon, je dirais, un peu négative, on a le sentiment que parfois chacun, surtout en France, travaille en poursuivant sur la force d'inertie qui est celle des institutions, qu'il y a des démarches soit individuelles, soit institutionnelles, soit hors des institutions. Chacun travaille donc sans toujours savoir d'ailleurs bien ce que fait son voisin. Il y a aussi une sorte de parcellisation du travail. Alors l'effet négatif, moi qui me frappe, c'est en effet parfois le manque de concertation, même de connaissance, c'est-à-dire des travaux des uns et des autres. Et le risque est réel d'une juxtaposition de démarches personnelles. Et donc ce qu'on a souhaité ici, c'est réfléchir, au moins à 3, puis plus nombreux si possible, à l'avenir de cette recherche littéraire. Alors pourquoi ce flottement dans la recherche littéraire? J'avais donné quelques explications possibles. Bon, je résume très vite la chose à 2 points. Premièrement, avant et pendant très longtemps, la recherche littéraire consistait à étudier les grands auteurs, parce que la place du canon de la grande littérature était absolument évidente, indiscutable, incontestable, dans l'idéologie républicaine en France issue de la Troisième République. Il y avait une centralité, une hiérarchie qui allait de soi. C'est une chose qui m'avait frappé en relisant récemment, je me disais aussi, le Qu'est-ce que la littérature de Sartre, où Sartre se pose la question de qu'est-ce que la littérature sous tous les points de vue. Mais il y a un point de vue qui ne remet pas en cause, c'est que la littérature, c'est bien sûr les grands auteurs. Et que ça ne vaut même pas la peine de se poser la question du périmètre
esthétique, culturelle ou sociale de la littérature. Or, il y a une évidence dont on doit partir, c'est que la littérature n'a plus aujourd'hui la place culturellement centrale qui était la sienne dans la culture républicaine. Donc il n'y a pas une évolution de notre rapport à la littérature, il y a une évolution de la littérature. Et non seulement la littérature n'a plus cette place culturellement centrale, tout simplement parce que même les étudiants, même les spécialistes consacrent beaucoup moins de temps à la lecture de textes littéraires qu'à d'autres choses, mais la France n'a pas non plus la même centralité dans les littératures mondiales. Il est vrai que pendant 2 ou 3 siècles, la France a pu avoir le sentiment qu'elle avait un rôle central, un rôle de référence classique, comme l'Antiquité l'était dans le temps historique, et ceci est évidemment révolu. Alors on peut le déplorer, on peut faire comme si les choses continuaient, mais ce comme si trompe de moins en moins de monde et oblige à repenser évidemment, en tout cas en France, la question des études littéraires. La deuxième raison, qui est en partie liée à la précédente, est la suivante. Non seulement la littérature n'a plus la même place, mais l'enseignement littéraire non plus n'a plus cette place. Alors, il est bien évident aussi que ce qui légitimait le discours sur la littérature, c'est d'une part la légitimité qui était celle de la littérature, mais la légitimité de ceux qui tenaient un discours sur la littérature, et pour ce qui nous concerne, nous universitaires, ceux qui tenaient un discours à l'intérieur de l'enceinte institutionnelle de l'université. Or, on assiste depuis quelques décennies à une double évolution. D'une part, l'enseignement de la littérature n'a plus qu'une place relativement secondaire dans la hiérarchie des savoirs transmis par l'école. Dans les années 60-70, c'est les sciences d'abord qui ont pris la place de la littérature, puis ça a été les disciplines économiques, puis maintenant c'est un peu tout, mais bon. En tout cas, la littérature n'est qu'une parmi une offre de plus en plus importante. L'évolution la plus récente, d'ailleurs, c'est que même s'il y avait la concurrence des mathématiques ou de l'économie, la littérature restait la discipline qui représentait la culture. Or, désormais, là, c'est plus récent, depuis quelques décennies, nous avons les arts du spectacle, nous avons les arts plastiques, nous avons la FOCOM, l'étude des médiations culturelles, qui en grande partie occupent l'espace social qui était celui de l'enseignement littéraire. Et non seulement donc l'enseignement de la littérature a été relativement décentré, mis à une place secondaire par rapport à d'autres savoirs, mais c'est l'enseignement lui-même qui n'a plus la même place dans la transmission de la culture, la transmission des savoirs, et en grande partie, je dirais que la sphère médiatique, de façon la plus large, a pris la place que l'enseignement occupait depuis la fin du XIXe siècle. Alors c'est une chose récente, hein, j'avais assisté le 9 octobre, donc je ne vais pas le développer trop longuement, mais pendant très longtemps, c'est la culture mondaine au sens du monde sous l'Ancien Régime, puis la culture venue des journaux ou des livres au XIXe siècle, qui avait pour charge la transmission des savoirs. L'institution scolaire n'ayant qu'un rôle très accessoire, notamment parce qu'elle était liée à l'Église, qui évidemment ne s'intéressait pas en tant que telle au savoir profane. Ça a été une particularité de la Troisième République et du XXe siècle en grande partie, d'avoir centré le développement de la culture sur l'école, selon un schéma qui vient de l'idéologie des Lumières. On peut dire qu'aujourd'hui, en grande partie, le savoir passe par d'autres voies que l'enseignement. Donc voilà toute une série de raisons qui expliquent qu'on ne peut plus parler de littérature comme on le faisait avant. Alors comment faire? Alors là encore, je vais très vite parce que je me répète. Il me semble que face à ce qui est un véritable défi qui se présente à nous, professionnels, il y a 3 options majeures chez les spécialistes de littérature pour faire face à cette nouvelle situation. La première option, qui est peut-être la plus naturellement sous les projecteurs, c'est de se rapprocher de l'espace médiatique. Que l'université soit une sorte de média supérieur, que l'université en matière de littérature, et évidemment le développement de l'étude de la littérature contemporaine ou très contemporaine aide à cette évolution, que l'université apparaisse comme un espace médiatique haut de gamme, highbrow, qui réunit les écrivains, les éditeurs, les critiques,
les médias, les revues, les journaux les plus fréquentables, en opérant une sorte de mixte entre la règle et le siècle. Ceci se mesure aussi d'ailleurs à l'évolution même de l'intrication de plus en plus forte entre l'université et la littérature, de plus en plus d'universitaires publiant eux-mêmes des livres de critique ou de fiction. Et lorsqu'il n'est pas écrivain, l'universitaire peut être tenté par le rôle d'une sorte de critique littéraire haut de gamme et ayant pour charge, je dirais, non plus le canon institutionnel, mais le canon mondain, le canon de la littérature pour le public. L'université étant une sorte de cercle littéraire. Alors c'est un rôle social nouveau et capital que prend de plus en plus en charge l'université et qui reflète aussi la raréfaction du grand public à l'égard de la littérature. Il est vrai que la littérature, avec un grand L si je puis dire, du canon, est de plus en plus consommée par un public restreint. Il est donc assez logique que ce public restreint tende à se rapprocher du public naturel de l'université. Bon. Disons-le, ce n'est pas notre option. La deuxième option, c'est de continuer à étudier les grands textes, le canon, et de façon très prioritaire et presque exclusive, ces grands textes du canon, imperturbablement, mais en déclinant ce canon selon les thèmes qui ont de l'écho dans la société. C'est-à-dire le canon et la politique, le canon et l'animal, le canon et le sexe, le canon et l'écologie, le canon et les sciences, etc. Utiliser la littérature comme un réservoir pour de grandes interrogations, sans toucher le moins possible à cette belle littérature que nous devons tous aimer, mais en revanche en la modernisant dans les interrogations qui sont les siennes. Alors je le dis aussi à la fois simplement et sincèrement, cette thématisation de la littérature n'est pas non plus celle que nous souhaitons pratiquer ici. J'avoue qu'elle me laisse parfois perplexe, d'ailleurs, parce que je ne vois pas toujours ce que la littérature apporte à ces grandes questions. Ces grandes questions existent, mais qu'est-ce qu'un littéraire peut apporter à un sociologue, à un historien, etc., etc. Bon, je laisse donc cette grande question méthodologique de côté. Toujours est-il que nous, ce que nous avons choisi comme orientation, c'est de nous rappeler que la littérature est un fait social, c'est un acte de communication sociale, et que, puisque justement les conditions de communication, de consommation, d'étude de ce fait social qu'est la littérature sont, sinon en crise, du moins en évolution, la question la plus urgente et la plus passionnante est de comprendre comment historiquement ça se passe, et ce qu'il en est réellement de la communication littéraire, conçue donc comme une forme particulière de la communication sociale. Et donc nous faisons de la poétique historique des textes, c'est-à-dire qu'on s'interroge à l'évolution des pratiques d'écriture, des formes de l'écriture, des formes génériques en fonction de toutes les conditions sociales qui déterminent son existence. Ça peut être l'enseignement, ça peut être les médias, ça peut être les formes de sociabilité, ça peut être tout ce qui concerne la production discursive littéraire. Alors, c'est ce que nous avons fait les années précédentes. Il y a un changement très significatif dans le choix du thème de cette année, fiction et croyance. Alors, en disant fiction et croyance, ainsi, on pourrait tout simplement penser que nous nous contentons de faire ce qui se fait aux États-Unis depuis pas mal de temps, puisque il y a toute une tradition d'études philosophiques ou littéraires ou de cultural studies à propos de la fiction. Alors, je dois dire que j'ai une raison bien simple de réfuter cette accusation, c'est que j'ai découvert assez tardivement cette tradition anglo-saxonne, et que donc, comme très souvent dans l'apparition des vrais objets, un vrai questionnement apparaît en différents lieux, parce que tout simplement il est requis par l'évolution historique. Je frappais de voir que j'étais occupé de la question du rire, et que maintenant beaucoup de personnes travaillent sur la question du rire en littérature et en culture, tout simplement parce que probablement il fallait que cela vienne dans la doxa de l'époque.
Alors tout de même, pour plaider ma cause et prouver que ce n'est pas une préoccupation ancienne, je me suis rappelé que le premier livre que j'ai écrit et publié, qui s'appelait L'amour-fiction, posait justement la question des rapports entre vérité et fiction, puisque la thèse que j'y défendais, c'était que si l'amour est le thème principal de la fiction, c'est que pour qu'un roman d'amour fonctionne, il faut que l'on accorde une forme de sincérité à la déclaration d'amour, à la relation amoureuse qui se manifeste dans le discours. Et que donc on ne peut pas lire un roman d'amour si d'une certaine manière, on ne croit pas d'une certaine manière, jusqu'à un certain point, à la vérité de ce qui se passe dans l'espace fictionnel. Et donc je faisais de la thématique amoureuse, non pas simplement un sujet parmi d'autres, mais l'élément moteur, enfin, matriciel, de cette évolution de la fiction qui va du conte vers le roman réaliste, vers un certain discours de vérité à travers le roman. Et pour moi, donc, la question du roman d'amour entrait totalement dans le cadre de ce que j'ai pu théoriser sous le nom de littérature-discours, la littérature comme manifestation de la singularité, de la subjectivité d'un auteur. Alors la grande différence, justement, entre ces différents travaux que nous avons menés dans le Vistène et ce que nous voulons faire cette année, c'est que très nettement, cette fois-ci, le centre de gravité de nos travaux pèse largement du côté du lecteur, des effets sociaux de la réception, et non plus du côté de l'auteur. Et ça, c'est une évolution qui, pour moi, est une évolution très, très, très forte. Bon, je dirais, pour aller vite, qu'il me semble en effet qu'on a fait le tour de ce qu'on pouvait dire du côté de l'auteur d'un point de vue théorique, que d'autre part, avoir toujours la question de l'auteur, c'est forcément retomber du côté du canon, ce qui est aussi un inconvénient, et que donc il était, pour diverses raisons, important et opportun, dans le contexte actuel, de se poser vraiment la question en termes d'usages sociaux et en oubliant la sphère autoriale. Pourquoi personnellement, alors je parle d'un peu plus personnel, je suis revenu à la question de la croyance. Paradoxalement, c'est par mes travaux sur le rire. Alors je ne vais pas faire un historique de la chose, mais lorsqu'on voit au XIXe siècle ce qui se passe dans l'émergence de cette culture du rire, elle est directement liée à la question du fantastique, de la fantaisie, si vous voulez, de fantasia, la question du surnaturalisme, comme le dit Baudelaire, c'est-à-dire que le rire a servi à repousser les frontières de l'adhésion par l'imagination. Rire de quelque chose, c'est se donner les moyens de croire au-delà du raisonnable ou au-delà du vraisemblable. Bon, j'aurai l'occasion probablement d'en parler en cours d'année, mais moi je suis passé par là, par Lewis Carroll, par Alice au Pays des Merveilles, par l'ensemble de ces œuvres très drôles, mais aussi très émouvantes, parce qu'elles engagent le lecteur, parce qu'il rit, à accepter une vraisemblance qu'il refuserait dans le cadre de fiction sérieuse. Et donc la question du rire m'a amené à poser cette question fondamentale: que faire de l'intensité d'émotion que l'on éprouve face à des représentations mentales dont on sait que pourtant elles ne renvoient pas à un référent réel. Et cette question fiction et croyance, moi j'ai assez vite acquis aussi la conviction à partir du rire qu'elle était au cœur même de la culture, du principe de la culture. La culture, c'est accorder un poids de réalité à quelque chose dont on sait que c'est une représentation. Et le geste artistique, le geste culturel, c'est bien en quelque sorte, c'est essentialiser ou accorder une sorte de réalité substantielle à ce qui est de la représentation, bien que ce soit de la représentation, et parce que l'on sait que c'est de la représentation. Et donc, il y a, par cette raison-là, un lien vraiment très étroit entre la question du rire, parce que je crois que c'est le rire qui est le signe de la conscience qu'on a à faire une simple représentation, la question de la croyance, de la religion, et la question aussi de la culture, de l'ensemble des pratiques culturelles, même des formes les plus profanes. Voilà donc
si je devais donner un intitulé méthodologique à ce séminaire, je dirais qu'on s'oriente plus vers quelque chose qui est à mes yeux une confrontation de la poétique historique et de l'anthropologie historique. La dimension anthropologique et dimension de poétique. Dimension poétique, parce qu'il s'agit bien toujours de s'intéresser, encore une fois, aux formes discursives, aux formes textuelles, aux pratiques culturelles, dans leur nature formelle, d'en comprendre l'évolution historique, mais cette fois-ci en prenant le risque, s'il le faut, d'une histoire longue, d'une histoire très longue, et d'ouvrir même la question de l'histoire à l'anthropologie historique, c'est-à-dire à cette durée extraordinairement longue qui s'étend à l'espèce humaine en tant que telle. L'histoire, l'anthropologie historique, ça commence évidemment avec l'apparition de l'homme. Il peut y avoir des évolutions extrêmement longues et invisibles au temps de l'histoire au sens traditionnel et étroit du terme. De ce point de vue de la longue histoire, je rappelle que, selon moi, il y a trois grandes lignes de force historique, si on regarde de très loin et à partir depuis l'Antiquité, en comparaison desquelles les évolutions plus locales, plus limitées dans le temps me paraissent secondaires. C'est d'une part la question de la confrontation, de la complémentarité entre l'oral et l'écrit, entre la culture orale et la culture écrite, et ce qu'implique l'émergence d'une culture écrite depuis l'Antiquité, dans le monde oriental et dans le monde occidental, et comment cette confrontation permanente de l'oral et de l'écrit nous amène à complexifier notre représentation historique des formes de la communication. Deuxième grand processus historique, c'est un processus sur la très longue durée là encore, de laïcisation de la culture, qui a commencé en Occident à la Grèce antique, et qui a amené, alors avec des retours en arrière au Moyen-Âge, selon les régions du globe, mais qui amène à reporter dans l'espace laïque et dans l'espace profane ce qui existait dans l'espace religieux. Je me rappelle que, pour autant qu'on sache, la littérature au sens occidental du terme est apparue dans la Grèce antique parce qu'il y a eu la création de cités modernes laïques et que c'est la poésie qui a hérité de la fonction qui était celle de la religion et des rites religieux dans les sociétés archaïques de la Grèce. Donc laïcisation ou sécularisation, comme disent les Américains. Et troisième grand processus, alors plus limité dans le temps, c'est l'émergence d'une culture médiatique, grosso modo à partir du XVIIe et du XVIIIe siècle. 18e siècle pour la presse en Angleterre, plutôt le 19e pour la France et le reste de l'Europe. Le média, en tant qu'il est chargé de s'interposer entre l'homme et le monde pour lui représenter la réalité, jouant le rôle de la religion dans les sociétés traditionnelles. Ce qui explique d'une part qu'il y a une similitude troublante entre les données structurelles de la culture religieuse et celles de la culture médiatique, d'où aussi évidemment un sentiment de concurrence vif que l'on a entre des sociétés religieuses, des sociétés théocratiques et des sociétés médiatiques, on voit bien aujourd'hui dans le monde troublé qui est le nôtre. C'était le sens du livre de Peter Brooks sur le mélodrame, sur l'imagination mélodramatique, de ce report sur le mélodrame de l'imagination religieuse. Et on peut, en mêlant les deux hypothèses que j'ai faites, faire en effet, je l'ai déjà dit d'ailleurs, proposer que le médiatique n'est que la forme moderne que prend le lien religieux dans les sociétés traditionnelles. Voilà, je m'arrêterai là, mais cela explique pourquoi les deux bouts que nous allons essayer de tenir dans ce séminaire, c'est d'une part la question du religieux et de la croyance, et d'autre part la question des cultures médiatiques et serviennes, parce qu'en réalité ce sont des phases différentes dans une même interrogation à caractère anthropologique. Et donc nous allons maintenant présenter trois réflexions bibliographiques distinctes. D'abord donc Agathe
Philippe et Mathieu de terminer.